Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place au récap de l'actualité et voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. Social pour commencer, et le courrier n'a pas été distribué ce lundi au Lamentin. En cause, l'agression d'un facteur vendredi dernier dans la résidence au Saint-James au quartier Acajou. Le postier aurait été accusé par un habitant d'un vol dans une boîte aux lettres. La situation a dégénéré et en réaction, 34 facteurs ont exercé leur droit de retrait pour dénoncer l'insécurité. Les explications face à la caméra de Jean-Marc Carteron. Nous exerçons notre droit de retrait en soutien d'un collègue qui a été agressé vendredi sur sa tournée en faisant son travail. Il est rentré dans un immeuble pour distribuer le courrier comme d'habitude et il s'est fait agresser par un client qui lui reprochait d'avoir dérobé quelque chose dans la boîte qu'il aurait eu dans la boîte. Le client a pris la photo du collègue et lui aurait dit que on va s'occuper de toi. Donc, il est traumatisé. Notre demande, c'est que la direction réunisse la cellule CDSCT qui doit être faite à chaque agression. Et nous avons constaté qu'il y a plusieurs agressions, au moins 4, et cette cellule n'est pas réunie. La sécurité des facteurs qu'on demande, l'idéal aurait été qu'il n'y ait pas de produits illicites dans les colis, puisqu'on sait que de la drogue circule, de l'argent et tout autre produit. Et le client devient nerveux quand il n'a pas son colis, d'où l'agression, d'où les incivilités. Parfois, les douaniers partent avec un colis. Le client a déjà été averti comme quoi il va recevoir son colis et le facteur ne l'a pas parce que le douanier est parti avec. Eh bien, il se fait agresser quand il arrive sur place. Les habitants du Lamentin auront leur courrier demain. On leur demande de respecter les facteurs. Les facteurs, ce sont des gens consciencieux qui ont une famille et qui ont besoin de travailler comme tout le monde. Il faut les respecter et tout ira bien. Après la Poste, direction l'Office national des forêts et les salariés sont de nouveau mobilisés. Quelques semaines après une première action, ils dénoncent des méthodes de management du nouveau directeur. Une réunion s'est tenue aujourd'hui en présence d'une délégation venue de l'Hexagone pour tenter d'apaiser les tensions. Les précisions du représentant syndical au micro de Dorian Cayuela. Il y a un problème l'ONF qui a duré au moins 4 ans. Mais elle a amplifié. Et nous profitons, je dis, il y a une délégation de la direction générale qui Martinique, qui veut dire la directrice générale. Personnellement, je suis demandé de venir et heureusement, il vient. Le problème là, nous le réglons pays parce que les nous, en CSE déjà, les rois dans CSE, et pourquoi revendiquer ou bien on va discuter des conditions de travail, ces conditions de travail, l'effectif, c'est mon mail là qui a dit comme ça, ou c'est un monde qui a fait des pressions, des choses comme ça. Il s'est arrivé dit sanctionner moi. Au moment où je parle de là, moi, je mis à pied de 10 jours. Parce que, là, dans la réunion CSE, ou pas pour nous parler, qui veut dire, pour que c'est un syndicat de maison. Eh bien, je ne suis pas un syndicat de maison, alors je vais revendiquer. Et je vais sanction, dit mensonge. Et alors, moi, je dis, il faut que nous marquions le coup. Et puis, ces collègues-là aussi qui, bon moyen, savent qui ou tes combats nous mener pour eux, pour les conditions de travail. Parce que c'est un effectif qui est très minime, parce que nous travaillons la montagne pelée, nous faisons des traces. Et des fois, nous faisons des traces, nous avons qui veut dire, ces moments-là, demander plus de reconnaissance, qui veut dire, nous ne pouvons pas même parler des salaires, nous pouvons parler des conditions de travail. À Fort-de-France, au lotissement Espérance à Châteauboeuf, une situation inquiétante. 2 seniors de 86 ans subissent une fuite d'eau permanente jour et nuit. L'eau s'écoule à proximité immédiate des installations électriques. Malgré plusieurs démarches, aucune solution durable n'a été trouvée. Jean-Marc Carteron s'est rendu sur place. Depuis des mois, de l'eau coule en continu derrière une maison à Châteauboeuf. Ce couple âgé vit avec l'humidité, l'inquiétude et l'attente. Une fuite souterraine à quelques mètres seulement des installations électriques. Chaque matin, chaque soir, l'eau est là. Elle ne s'arrête jamais.
J'ai constaté ça il y a peut-être un mois et demi, en voyant de l'eau couler en dessous du rideau métallique. Je voyais de l'eau alors qu'il n'y avait pas d'eau avant. Donc elle a appelé le plombier a fait tout ce qu'il fallait en disant que ça ne concerne pas le compteur d'eau. Alors à ce moment-là, vu la quantité d'eau qui sortait, elle a appelé l'électricien. L'électricien est venu et quand il a vu que ses appareils étaient inondés, il a creusé en dessous des compteurs pour permettre à l'eau de couler. Et vous avez vu le débit qu'il y a en ce moment. Et cela depuis un mois, je crois. Ça coule 24 sur 24, ça ne s'arrête pas. Malgré les démarches, aucune solution n'a abouti. À leur âge, chaque jour devient plus difficile. Et cette fuite finit par peser sur tout leur quotidien. Derrière la maison, l'eau continue, encore et toujours. Quand Mme Larcher a vu ça, elle a paniqué. Alors elle a appelé, elle appelle tout le monde, ne sachant pas quoi faire, parce que nous, on n'avait pas la solution. Voir les compteurs inondés, elle a eu peur pour son mari qui est malade, donc on avait peur qu'il se fasse électrocuter et tout. Alors donc, et puis l'humidité que nous avons, l'eau qui coule en permanence, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme eau. Donc il y a un problème d'hygiène. Et pendant que la fuite persiste, le stress et l'angoisse gagnent du terrain. Très inquiet parce que nous ne dormons pas le soir. Et vous savez, vous avez vu l'état du bas, on se dit à n'importe quel moment l'immeuble va tomber sur nous. Vu la quantité d'eau que ça a engorgé, il y a certainement une faiblesse, qu'on le veuille ou pas, il y a une faiblesse au niveau du bas. Des investigations ont été menées par la ville et un opérateur d'eau et d'assainissement. En attendant des réponses concrètes, les époux Larcher n'attendent qu'une chose, que l'eau s'arrête enfin de couler. Autre sujet, autre enjeu, la lutte contre le narcotrafic dans la zone anti-Guyane. Les forces armées aux Antilles signent une année record, 10 saisies et 35,7 tonnes de drogue interceptées en mer. Bilan d'une guerre de l'ombre menée sur l'un des axes les plus surveillés au monde avec Jean-Marc Carteau. En mer des Caraïbes, une autre guerre se joue loin des regards. Une guerre silencieuse contre des trafiquants toujours plus organisés. En 2025, les forces armées aux Antilles ont frappé fort, très fort. De la Floride jusqu'au Brésil, la zone maritime Antilles couvre 138 000 km², soit 2 fois la Méditerranée. C'est l'une des principales autoroutes mondiales de la drogue. Chaque année, des tonnes de cocaïne et de cannabis y transitent, venus de Colombie, du Venezuela ou du Pérou, en route vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour surveiller cet espace colossal, plus de 1400 militaires en civil sont mobilisés. Frégates, patrouilleurs, hélicoptères, avions Falcon 50 et commandos marines se relaient jour et nuit. Ces moyens ont permis 10 interceptions majeures et la saisie de 35,7 tonnes de stupéfiants, dont 31,7 tonnes de cocaïne. Face aux forces armées, les trafiquants s'adaptent. Ils utilisent des vedettes rapides de type Go Fast, mais aussi des navires lents, cargo, bateaux de pêche ou voiliers capables de transporter plusieurs tonnes. Une course permanente entre vitesse, discrétion et capacité de surveillance. En 2025, les forces armées aux Antilles ont battu tous les records, mais derrière ces chiffres spectaculaires, une certitude demeure. Dans cette zone immense et stratégique, la guerre contre le narcotrafic est loin d'être terminée. À la une également de ce mardi, le BHNS, une réunion de travail s'est tenue cet après-midi au centre de maintenance du Lamentin. Les chauffeurs maintiennent leur droit de retrait. Ils refusent de reprendre le service tant que d'autres véhicules circuleront sur la voie du TCSP et tant que la signalisation ne sera pas totalement opérationnelle. La CTM fixe une échéance au 30 janvier prochain. Le point avec Rodrigue Belchas, délégué syndical FO, et des usagers au micro de Jean-Marc Carteau. Ce matin, j'ai entendu dire qu'ils sont en droit de retrait. C'est même pas pour les feux. Les feux, ça va. C'est pour les gens qui circulent sur la voie du TCSP. Mais moi, je dis, ils ont laissé ça. Ils ont pris trop d'ampleur. À ce moment, ils vont l'enlever, ça sera difficile. Surtout pour les taxis.
Je regarde les enfants qui vont à l'école, je regarde pas mal de personnes, vraiment, c'est un handicap pour eux. Il y a un petit peu de bas, moi, parce que comment j'apprends l'argent à manger, je ne pas ça bien marcher déjà. Les CCSP, je suis content. Mais là, si j'ai passé M. Zaki là pour sauver nous, malaria. Les policiers nous ont dit vendredi, si nous passons sur la voie du TCSP, on sera verbalisé. Et alors que nous sommes des transporteurs publics reconnus par le ministère. Je voulais préciser, moi je suis transporteur vers le François Fort-de-France. Moi j'ai des clients que je dépose à la Galeria, Californie, Châteauboeuf. Je n'ai pas d'arrêt pour eux. Sinon, c'est sur l'autoroute qu'on doit les déposer. Ils sont en train de mettre en place les feux sur les ponts. Bon, il y a encore quelques petites difficultés par rapport au matériel qui sont en train de régler et au niveau des panneaux de signalisation. Donc, les travaux sont en cours. Nous savons très bien que notre débrayage fait que la population est un petit peu en souffrance, je vais dire. Mais bon, des fois, il faut savoir casser les œufs pour faire une omelette. Pour recadrer les choses, la partie BHNS est fractionnée en 3 portions. Une partie Fort-de-France qui s'arrête à Carrefour Dillon. Bon, toute cette partie-là, la mairie a fait le nécessaire et où est en cours de finition. Donc, c'est bon. La partie autoroute, qui est partie CTM, qui part de Carrefour Dillon jusqu'à l'aéroport, bon, c'est encore là qu'on a des difficultés. Et la partie aéroport, Carrère et Mao, c'est Caraïbes Moteur, c'est fait aussi. Donc, le nœud, pour l'instant, c'est justement la partie autoroute où ils sont en train de tout faire pour que ça puisse être opérationnel au 30 janvier. Il avait promis de ne pas y recourir. Pourtant, le Premier ministre Sébastien Lecornu a utilisé le 49.3 pour adopter le projet de loi de finances. Une décision qui provoque de nombreuses réactions, y compris sur notre territoire. Les députés Jean-Philippe Nilor et Giovanni William ont réagi. Un sujet avec Louis Sabas. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas tenu parole et le Premier ministre n'a pas tenu parole. Il avait pris un engagement ferme devant l'Assemblée nationale et je peux considérer aussi devant le peuple français de ne pas avoir recours au 49.3. C'est pour lui une manière de marquer une rupture avec les gouvernements précédents. Mais voilà, on y arrive. Et ça doit nous interroger tous sur la valeur de la parole politique aujourd'hui. Des gens très haut placés à la tête de l'État prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Leur parole n'a aucune valeur aujourd'hui et c'est bien triste. C'est bien triste pour la fois. C'est aussi ce qui explique que beaucoup d'électeurs ont cette défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, des partis politiques, des mouvements politiques, des élus d'une manière générale. Lorsqu'on donne tellement l'habitude de ne pas tenir ses engagements, le résultat, il est celui-là, c'est une société qui se dégrade, qui se décompose et une confiance dans la politique qui se réduit vraiment comme une peau de chagrin. Vous savez, pour le moment, nous n'avons pas de budget, ce qui veut dire que les associations n'ont pas de subvention. Ça veut dire que les collectivités n'ont pas leur budget complet pour pouvoir faire réaliser leur politique publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans budget, nous sommes dans une crise et dans une crise politique qui malheureusement contraint tout le monde et il faut pouvoir avancer. Malgré tout, le Premier ministre nous avait dit qu'il n'allait pas utiliser le 49.3. Il revient sur sa décision. C'est un échec concrètement, mais il faut avancer. Il faut avancer parce que nous n'avons pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Donc, il faut faire des concessions et pas se compromettre. Et ça, c'est toute la particularité de ce budget et depuis quelque temps déjà. Donc, pour nos populations, il faut le faire. Et nous n'avons pas le luxe, nous n'avons certainement pas le luxe de dire soit c'est tout ou soit c'est rien. Dans l'actualité judiciaire maintenant, la cour d'assises a rendu son verdict. Joseph Ethan Robert a été reconnu coupable de l'ensemble des faits. Vol, violence aggravée avec arme et en bande organisée. Les jurés ont retenu une altération du discernement. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec interdiction du territoire et de port d'armes. Dorian Cahu est là.
On va arriver effectivement à l'issue de ce procès où l'accusé a été condamné à une peine de 15 années de prison et à l'interdiction du territoire français. C'est une peine qui peut apparaître lourde, mais qui est à la mesure de l'exaspération qui a pu être celle des jurés face aux actes qui ont été commis, qui avec quand même des tirs sur un homme simplement pour lui prendre sa moto, et puis par le comportement de l'accusé aussi, qui à aucun moment n'a été dans une démarche de vérité, ni ne serait-ce que d'excuses aux personnes qui ont été victimes de ces agissements. La compagnie Air Antilles a demandé son placement en redressement judiciaire. Ces avions sont cloués au sol depuis plus d'un mois. Pour les passagers, l'inquiétude grandit. Pour la compagnie, c'est une tentative de survie. Reportage de Jean-Marc Carteron. Depuis plus d'un mois, aucun avion d'Air Antilles ne décolle. La compagnie régionale qui relie la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est à l'arrêt complet. Cette semaine, elle a franchi un cap supplémentaire en demandant son placement en redressement judiciaire. Le 8 décembre dernier, la Direction générale de l'aviation civile suspend sa licence d'exploitation pour de graves manquements en matière de sécurité. Depuis, les avions sont cloués au sol. Résultat, plus aucun vol et plus aucune recette. Pour les voyageurs, cette situation est difficile à comprendre et surtout à vivre. J'ai déjà voyagé avec cette compagnie il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, pour un départ Saint-Martin-Fort-de-France. Et on nous a un peu baladé à droite à gauche, le vol qui a été repoussé pour au final être annulé. Je trouve vraiment que c'est dommage. Parce que c'était une compagnie avec laquelle on pouvait voyager correctement, mais avec des prix compétitifs. J'espère fortement qu'ils vont réussir à s'en sortir, à rebondir et à trouver une issue favorable. Ça m'est arrivé de prendre ces avions pour aller passer un examen en Guadeloupe et remonter le soir en Martinique. C'est comme un taxi désert. De retour de Saint-Martin, on arrive en Guadeloupe où la porte de l'avion s'ouvre brutalement à l'atterrissage. Donc ça veut dire que quelque part, économiquement parlant, cette compagnie-là n'a pas une assise financière suffisante pour lui permettre de transporter des voyageurs. On est dans le ciel quand même, on n'a pas envie d'aller près du bon Dieu trop tôt. En 2025, Air Antilles avait pourtant transporté plus de 121 000 passagers et réalisé près de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. La collectivité de Saint-Martin avait même investi 20 millions d'euros depuis la reprise de la compagnie fin 2023. Mais aujourd'hui, la situation financière est critique. Le redressement judiciaire doit permettre de geler les dettes et de tenter de sauver l'entreprise, une procédure qui ne garantit rien, mais qui repousse pour l'instant la menace d'une liquidation. En attendant une décision de la justice et un éventuel feu vert de l'aviation civile, les avions d'Air Antilles restent sur le tarmac. Une compagnie entière en attente de savoir si elle pourra un jour redécoller. L'avenir d'Air Antilles, on le disait, reste incertain. Direction et représentants du personnel étaient au tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. La décision a été mise en délibéré au 2 février prochain, une date cruciale pour les 114 salariés, alors que la cessation de paiement est actée. La représentante du personnel s'est exprimée devant la caméra de Loïc Régis. Alors pour vous, ça a été très rapide, mais pour nous, on va dire que c'est une situation qui traîne et perdure, donc le temps nous paraît très long. Voilà, le temps nous paraît long et difficile. Aujourd'hui, on était au tribunal de commerce pour une cessation de paiement. Nous avons appris que la direction a demandé un redressement judiciaire. Et maintenant, nous sommes de nouveau dans l'attente jusqu'au 2 février pour savoir quel sera le délibéré des juges. Bien entendu, c'est pas la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir, donc automatiquement ça nous casse un peu, ça nous affaiblit. Mais dans la réalité, et étant toujours sur le terrain, nous les salariés, on s'y attendait déjà. On a même trouvé que ça a tardé. Et une fois de plus, en fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours nos employeurs qui jouent avec les employés. Donc, c'est nous qui risquons de perdre nos emplois. C'est nous qui risquons de subir
des dommages vis-à-vis de nos salaires et d'être dans cette attente aussi nous met dans un mal-être psychologique qui n'est pas évident. Allons maintenant au Robert, à Pontaléry, et les sargasses sont de nouveau présentes. Le barrage installé pour les contenir a cédé. Les algues brunes s'accumulent sur le littoral. Les riverains dénoncent une situation toujours difficile, malgré certaines avancées. Un reportage de Jean-Marc Cartour. Au Robert, les sargasses font leur retour. Le barrage installé dans la baie Cayole a cédé sous l'effet de la houle. Résultat, les algues brunes envahissent de nouveau le littoral. Odeurs, nuisances et baisse d'activité, habitants et professionnels subissent une situation devenue quasi permanente. L'impact est vraiment énorme, quoi. Au niveau du matériel, au niveau de l'être humain également, qui est 24/24 en présence, en contact. Et après, sur la clientèle, on est quand même à 5 mois d'avance, quoi. Et donc, du coup, les clients sont un peu sceptiques à venir, quoi. Et ça a une répercussion sur le chiffre d'affaires, sur la vente également, et puis sur le remplissage du lieu, quoi. En un mois, j'ai eu deux sinistres, et au deuxième sinistre, mon assureur me fait appel pour me dire que je serai irradié parce que j'ai deux sinistres. Et pourtant, à cette assurance, depuis 50 ans, je souscris à mes assurances. Donc, c'est bien sûr la sargasse qui est la cause et je ne peux que déplorer tout cela. Face à cette nouvelle invasion, le président du collectif anti-sargasse du Robert reconnaît quelques progrès dans la lutte contre les échouages. Mais pour lui, la situation reste fragile. Nous voyons que les actions qu'ils avaient promis sont déjà mises en place et que moi je suis vigilant dessus. Tous les jours je suis sur le terrain et que ça se passe bien. Ça avance. On avait un peu de divergence avec l'équipe Cap Nord et maintenant le matériel qu'ils nous ont promis, ils nous le remettent, même s'ils ne nous ont pas encore tout remis, mais ils mettent déjà le matériel en place et ça permet à l'enlèvement sur terre d'avancer progressivement. Du côté de la mairie, le référent Sargasse explique que le barrage a cédé sous l'effet de la houle. Il assure que des filets renforcés seront installés début février. On est sur la réfection de plusieurs barrages. Donc là, en premier lieu, on a celui de Baie-Cayole qui depuis un moment a besoin d'être remis en place complètement. On y est dessus en ce moment. On a en même temps, en parallèle, on travaille sur le barrage de Sable-Blanc-Pointe-Hyacinthe, puisque là aussi, ce sont des endroits où il y a des taux d'HGS qui sont très élevés, donc il faut absolument qu'on termine ça. On espère terminer d'ici fin janvier, début février. On espère, parce que vous savez, on est quand même contributeur des conditions météo, ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis enfin, notre barrage qui est celui de Four-à-Chaud qu'on doit revisiter aussi. En attendant la réparation du barrage, les sargasses continuent de s'accumuler sur le littoral du Robert. Une situation qui rappelle une fois de plus que la lutte contre les algues reste un combat de longue haleine. Et une note plus positive pour terminer sur ce dossier. Une assemblée générale s'est tenue jeudi avec les conducteurs du BHNS. La reprise du travail est annoncée à partir de ce lundi. Les feux de signalisation auraient été réparés selon la CGTM Transport. Faisons maintenant une parenthèse artistique. À Fort-de-France, le street art prend ses quartiers près de la Pointe-Simon. Plusieurs artistes ont réalisé une fresque collective, symbole de partage et de créativité. Une initiative portée par le collectif Mada Paint. Des images fortes à découvrir dans ce reportage de Dorian Cahulla. Tout près de la Pointe-Simon, un courant artistique prend forme sur un mur. Des artistes se sont réunis pour performer ensemble et réaliser une fresque commune. Pour ce dernier jour, James peaufine son œuvre. L'idée, c'est de se représenter grosso modo comme une plante et d'interagir avec les autres en tant que plante et donc faire sa plante. Alors j'ai fait une plante qui pousse à partir de fruits pourris et la plante elle est un peu bizarre, mais c'est pour montrer un petit peu que de l'organique, de ce qu'on peut voir comme pourri, peut naître une belle chose. Donc il y a une mouche qui s'en va là et plus tard il y aura un petit papillon aussi, voilà. Et un peu les deux faces, voilà.
Décrit comme l'un des pionniers, Oshi rappelle que le graffiti, c'est avant tout l'art de se rassembler et de créer une performance collective. Quand on a commencé dans la rue, on était déjà un petit nombre et ça a toujours été notre dada, quoi, en fait, de toujours se rassembler pour pouvoir échanger. Et c'est aussi ça le fort du mouvement graffiti en particulier, c'est que n'importe quel graffeur qui vient en Martinique, qui vienne de je ne sais trop où du monde, eh ben, sera intégré. Se retrouver là aujourd'hui à faire cette jam-là, c'est un prolongement en fait, de ce que je viens d'expliquer en fait. Artiste plasticien, ces 3 jours de performance permettent d'après lui d'avoir une meilleure mise en lumière. Oui, ici c'est un événement signé Armada, plus précisément Mada Paint, et vous assistez du coup à une jam de 3 jours avec différents artistes venus de partout dans la Martinique. C'est très simple, le concept c'est de tous se réunir, confirmés comme non confirmés, et de venir avec ses idées, son matos, et de mettre en avant la faune, la flore martiniquaise à travers finalement les différents coups de pinceau et de jets de peinture. Du 1er au 12 février aura lieu la 2e édition du festival Armada à Fort-de-France, une occasion pour les plus curieux de venir découvrir ces artistes et leur univers. Couleurs, rythme et héritage culturel, le carnaval de la Dominique est bien plus qu'une fête populaire. À l'origine célébrée avant le carême, il offre un moment de liberté à travers la musique, la danse et les mascarades. Nous avons pu recevoir les organisateurs ainsi que des artistes dans nos locaux. Ils ont répondu aux questions de Jean-Marc Carteau. Shake your pampalam, shake your pampalam, shake your pampalam, shake your pampalam. Nous venons ici pour inviter moun Martinique pour venir Dominique. Nous toujours dit Dominique et Martinique nous tout près, nous comme famille, nous sommes séparés en langue créole et il est pour nous expérimenter on et l'autre. En plus, Dominique ni grand festival, moun Martinique toujours à supporter nous pour World Creole Music Festival. À présent, nous avons invité pour expérience Carnaval Dominique qui a pour place en 16 et 17 février. Carnaval Dominique, c'est un carnaval qui est différent. Il y a low vibes, on low energy, et puis, vous comprenez, nous, sous Chimela, go Shaola, sous Chimela, band la ka joué live, sous Chimela, nous, Jouve morning qui a commencé à 4h matin, et ça a fini à 10h matin, aussi, on a une grosse prestation, gros show, 12 février, et nous avons Sunrise, où là, il a commencé 10h vendredi soir, mais il a fait 10h matin, 10h samedi matin. Et puis nous ramenons un lot artistes de Trinidad, artistes de Grenada, Jab, nous ramenons artistes de Saint Lucie, Denry Segment, nous ramenons artistes de DJ Hot Martin, Hot Antigua, Guadeloupe, Carnaval Dominique, c'est carnaval pour tout le monde. C'est un boss, un pays à moi. Dominique, c'est beaucoup d'énergie, c'est carnaval. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. Pour revivre nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.